pour moi, c'est très important, même si là, il n'y a pas de questionnement mathématique qui émerge, de voir la continuité entre l'émergence des idées au début et l'utilisation pour de vrai, dans la vraie vie. C'est gratifiant, je dirais, pour votre activité de chercheur. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans les locaux de la société Meteors à La Madeleine, à côté de Lille. Et je suis avec Alexandre Langlois, qui est data scientist chez Meteors. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et également avec Viet Titran, qui est professeur d'université en mathématiques à l'université Gustave Eiffel. Bonjour Ti. Bonjour. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous tous les deux, parce que quand votre CEO Olivier Guyuzik m'a parlé de votre collaboration, je me suis dit ça c'est unique et ça va vraiment intéresser nos auditeurs. Et à titre personnel, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des entreprises qui savent collaborer avec la recherche. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu et expliquer ce que vous faites dans l'entreprise. Peut-être Alexandre, si tu veux commencer. Moi, c'est Alexandre, je suis data scientist depuis 4 ans chez Meteors. Meteors, c'est une entreprise experte dans la donnée client depuis maintenant presque 12 ans. Et on travaille avec plusieurs de nos clients pour les aider à traiter leurs données, la rendre beaucoup plus efficiente. D'accord. Donc ça se fait à travers de la data vis, des rapports, des études, de l'audit. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est du service. Et à côté, on a aussi un outil de gestion de données, de règles comportementales qui s'appelle Forseeds. D'accord, bon, on va en reparler. Et en termes de clients, vous vous adressez à quel type d'entreprise ? Alors, on a travaillé avec Clarins, on a travaillé avec Nocibé, avec Leroy Merlin aussi, beaucoup de marques du retail. D'accord, très bien. Merci Alexandre. Ti, alors, qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'un professeur d'université dans une entreprise, on ne voit pas ça souvent. Moi, je suis donc docteur en mathématiques appliquées. Donc, j'ai soutenu une thèse en probabilité statistique. Ensuite, j'étais maître de conférence à l'Université de Lille de 2007 à 2019. Et depuis 2019, je suis professeur à l'Université Gustave Eiffel. Donc, mon travail, en fait, il se partage en beaucoup de choses. La part d'enseignement que tout le monde, bien sûr. tout le monde connaît, avec des étudiants, bien sûr. Donc, je travaille en particulier avec des étudiants en data science et en actuariat. D'accord. Ensuite, il y a une partie recherche, donc c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Okay. Donc mes activités en recherche, elles sont assez variées. Ça peut aller de choses théoriques à des choses très appliquées. Et voilà, mon thème principal, donc c'est les processus aléatoires, des probabilités mêlées à des phénomènes dynamiques qui évoluent dans le temps. Donc les systèmes de Markov, les MDP, choses comme ça, j'imagine. Alors on va pas perdre nos auditeurs avec ça. Par exemple. En fait, il y a des applications des modèles que je fais, par exemple en écologie, en épidémiologie. D'accord. Et donc aujourd'hui, on va parler aussi un peu de ces applications-là pour suivre les populations, mais cette fois de clients en marketing, quoi. C'est passionnant. Alors pour nos auditeurs, c'est quand même relativement rare malgré tout d'avoir des enseignants-chercheurs qui viennent dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment vous travaillez ensemble et quelle organisation vous avez mise en place ? Alors en fait, on avait commencé à travailler sur des sujets, on va dire, un peu plus complexes, et on a décidé de s'associer avec l'université pour avoir ce côté vraiment lié à la recherche, pour venir en appui en fait sur tous nos travaux. Ça veut dire que vous aviez une problématique particulière à résoudre pour laquelle il n'existait pas dans les librairies ou sur les softwares classiques accessibles des solutions qui vous permettaient de traiter le problème. Oui, c'est ça. On avait commencé à travailler d'abord sur un sujet d'attribution marketing, dans un cadre particulier de projet. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, à collaborer avec Ti. D'accord. Et on a continué cette collaboration pour enchaîner sur d'autres sujets parce qu'on trouvait l'échange intéressant et ça nous permettait en fait de découvrir des sujets, des algorithmes, des technos dont on n'avait pas connaissance qui pouvaient nous servir à nos applications marketing. Et de votre côté, Ti, quel est votre rôle du coup dans la collaboration ? Qu'est-ce que vous apportez finalement à l'entreprise ? Alors, c'est plutôt un rôle un peu d'accompagnement et je les aide à pousser les sujets de modélisation et les modèles mathématiques. Le modèle mathématique, le côté un peu théorique qu'il y a derrière. Initialement, en fait, effectivement, l'entreprise était venue avec plusieurs questions. De fil en aiguille, en discutant avec eux, on a dégagé cette problématique justement de gérer les quantités de mails envoyés aux clients, ce qui va être efficace ou pas efficace. Alors, quand vous dites ce qui va être efficace, c'est pour trier ces mails, c'est pour les Non, ce qui va être efficace pour la conversion, c'est-à-dire finalement quelle est vraiment la vraie quantité de mails nécessaire pour que les clients soient intéressés
d'acheter, par exemple. D'accord. Donc ce sont des mails envoyés par les entreprises pour faire de la prospection et l'animation de leur clientèle. Voilà. Et donc comment cibler des mails efficaces en fait finalement pour... Actuellement, il y a une réglementation qui interdit d'envoyer plus de 7 mails par semaine, mais il n'y a aucune autre indication. Et donc 7 mails par semaine, si on recevait ça de chacune des marques chez qui on achète, ça fait trop. Beaucoup de volume de mails. Et donc voilà, l'idée c'est aussi de réduire cette pollution par mail. Mais de manière intelligente, en fait. D'accord. Et c'est là où Alors, la question qui me venait, c'est comment les mathématiques jouent un rôle, finalement, dans cette décision d'envoyer ou pas un mail, et peut-être aussi la nature du mail qui est envoyé, le contenu. En fait, c'est très simple. Ils nous ont aidés à modéliser, on va dire, les actions des clients, tout simplement en se disant, un client peut recevoir un email, il peut recevoir un SMS, ça peut être tout simplement une opération commerciale, ça peut être une publicité, ça peut être aussi pour donner de l'info sur la marque. D'accord. Et en fait, tout ça, on part du principe que ça a un effet sur le ressenti du client envers la marque. D'accord. Et donc, chaque réception, chaque ouverture, dès qu'il va ouvrir l'email, dès qu'il va cliquer dans le mail, c'est une action du client envers la marque. Tout ça, on peut le modéliser dans le temps. Et ça génère des données aussi. Oui. Et en fait, c'est pour traiter le volume des données de façon intelligente qu'on a besoin des mathématiques. D'accord. Ok, tout ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Salut Thi, salut Alexandre. Je me demandais, est-ce que c'est fréquent de voir des enseignants-chercheurs collaborer avec des entreprises comme vous le faites ? Donc ouais, excellente question d'ailleurs, mais j'ai envie de dire de mon point de vue, on en voit très très peu et finalement dans les entreprises qu'on interviewe, ça reste quelque chose d'assez anecdotique malheureusement. Donc qu'est-ce que tu en penses Thi ? Est-ce que de ton point de vue, c'est quelque chose qui se développe ? Alors, j'espère que ça se développe parce que je trouve que les docteurs ont toute leur place en entreprise, ce qui est peut-être pas assez le cas en France. Tout à fait. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est peut-être... Alors, je parle pour les mathématiques parce que, bien sûr, il y a beaucoup de disciplines et suivant les disciplines, le débouché du doctorat est vraiment différent. Mais pour les mathématiques, en tout cas, la plupart des docteurs peuvent avoir dans l'idée de continuer sur des carrières universitaires, faire des post-docs. Et donc, c'est pas non plus pour eux un débouché naturel. Mais ce que je vois aussi, parce que j'ai des étudiants en master qui font des stages que je suis en entreprise, et puis nous avons aussi des apprentis. Donc, j'ai quand même pas mal de contacts avec des entreprises diverses. Ça paraît pas toujours très naturel non plus d'aller chercher des docteurs. C'est-à-dire que très souvent, on va faire appel à des étudiants de master, diplômés de master ou stagiaires ou apprentis. Mais l'idée d'aller chercher quelqu'un d'encore plus qualifié ne paraît pas toujours nécessaire pour les entreprises. Tout à fait, c'est une question culturelle qui revient fréquemment quand on interviewe les Français versus les pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre ou les États-Unis où c'est beaucoup plus développé. Alexandre, de ton point de vue, ça a apporté quoi le fait de faire intervenir Thi ? J'imagine des solutions à des problèmes mathématiques, mais est-ce que ça a apporté aussi au-delà de ça des nouvelles perspectives pour l'entreprise ? Oui, carrément, et en plus de ça, ça apporte aussi une expertise, c'est-à-dire que ça élargit notre palette de solutions tout simplement en fait. Tu disais tout à l'heure que vous êtes entré sur un premier problème et que vous en avez identifié d'autres après. C'est des problèmes que vous aviez déjà identifiés avant ou c'est l'intervention de Thi qui a permis de mettre le doigt dessus ? Je dirais qu'il a permis de spécifier en fait et de préciser notre problématique, c'est-à-dire qu'on était parti vraiment de quelque chose de général, on savait pas exactement comment l'aborder et lui il est venu avec une idée, quelque chose qu'il avait déjà vu, qu'il avait déjà un peu traité et on s'est dit oui en fait on pourrait carrément tester, en fait ça vaut le coup, ça répond à notre problématique, on se lance. D'accord, donc c'est l'arrivée d'un point de vue plus large et un peu différent finalement qui permet d'éclairer des zones d'ombre ou d'apporter des nouveaux. Ouais, c'est ça. On avait une problématique métier un peu large avec des clients mais qui savaient pas non plus exactement le transcrire et en discutant en interne et en faisant intervenir Thi, là en fait on s'est dit oui il y a quelque chose à faire ici sur ce point-là. Très bien, super intéressant. Et pour vous Thi, ça vous nourrit aussi pour votre recherche ? Oui. Et en fait, ce que vient de décrire Alexandre, c'est aussi un petit peu l'état de pensée des chercheurs ou enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que finalement, quand Alexandre m'a appelé, moi, je connaissais pas vraiment la thématique sur laquelle il me questionnait. D'accord. Alors, je connaissais bien sûr les mathématiques en jeu, mais j'avais aucune expérience en marketing. Et c'est vrai que notre travail, c'est aussi d'essayer de comprendre et de poser des questions pour bien maîtriser tous les ressorts, tous les tenants et aboutissants. Et juste le fait de discuter et de poser les questions, ça fait avancer petit à petit la réflexion et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire émerger
des modèles, des directions dans lesquelles on allait partir et des choses qu'on voulait approfondir. Et donc finalement de développer finalement de la valeur supplémentaire à la fois pour l'entreprise et pour Est-ce que ça vous alimente dans vos travaux de recherche également ? Alors pas complètement directement, mais en fait mon travail et celui d'Alexandre sont un peu complémentaires, c'est-à-dire que moi je vais apporter des réflexions un petit peu en amont, des modèles, mais le travail d'ingénieur, c'est un autre travail qui amène à la concrétisation en fait de ces idées en quelque chose de vraiment opérationnel. Et pour moi, c'est très important, même si là, il n'y a pas de questionnement mathématique qui émerge, de voir la continuité entre l'émergence des idées au début et l'utilisation pour de vrai dans la vraie vie. C'est gratifiant, je dirais, pour votre activité de chercheur. Très bien, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Alexandre, comment vous gérez la répartition de la propriété intellectuelle entre vous ? En fait, c'est très simple. On a décidé, pour mettre en avant notre travail, de rédiger un article où nos 2 noms en fait seront dessus, et ce sera un article qu'on souhaite publier dans une revue pour partager au plus grand nombre. D'accord. Et donc là-dessus, en fait, on travaille en collaboration avec TI pour la rédaction et la présentation des résultats. Voilà. Et j'imagine que vous avez fait un contrat qui définit un peu qui a le droit de faire quoi avec ce que vous avez produit ensemble avec l'université et Meteors. Oui, effectivement, il y a un contrat avec l'université qui en fait met un peu de cadre en fait autour de tout ce travail-là et on va dire respécifie un peu les rôles en disant par exemple moi j'apporte toute la partie technique, les données, Tine vient avec son bagage aussi et on collabore. C'est vraiment le cadre de notre collaboration en fait. D'accord. Et pour vous, c'est une perspective intéressante, cette publication que vous êtes en train de préparer ? Ah oui, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que déjà, ça me fait un petit peu rentrer dans le monde du marketing. J'ai pu découvrir pas mal de sujets. D'accord. Pour la propriété intellectuelle, en fait, suivant les disciplines, il peut y avoir aussi des questions de brevets. D'accord. Donc ici, dans notre cas très particulier, finalement, moi, j'apportais les mathématiques. Elles ne sont pas vraiment brevetables. C'est pas brevetable, ouais. Voilà, donc... je pense que la question était beaucoup plus simple et voilà, si jamais il y a un logiciel ou quelque chose qui sort, effectivement, ça serait l'exploitation de l'entreprise. D'accord, très bien. Donc c'est pas un vrai sujet finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça de se mettre d'accord ? C'est ce que je comprends. Dans notre cas, non, mais c'est toujours un peu délicat en général, mais heureusement, on est accompagné de juristes et de personnes compétentes qui savent nous aider là-dessus. Très bien. Alors j'ai une dernière question, c'est comment vous vous êtes rencontrés ? Parce que finalement, Meteors, vous aviez une problématique, c'est pas forcément facile ou évident d'identifier qui pourrait potentiellement vous aider à la trouver. Donc comment s'est fait la rencontre ? Alors c'est très simple. Tis, c'est un de mes anciens enseignants. C'est lui qui était mon professeur en M1 et en M2. Et en fait, cette collaboration a commencé déjà un peu à naître et on a décidé de la pousser, sachant que moi je connaissais aussi Ti. On s'est dit c'est un peu, on va dire, une personne de confiance parce que je le connais plus ou moins via mon cursus et voilà, comme il y avait un peu ce lien qui était déjà un peu présent, on a continué. J'étais un bon prof, quoi. Oui, c'est ça, voilà, en gros. Mais comme quoi, c'est plein d'enseignements, puisque finalement, c'est par le réseau qu'on arrive à identifier les personnes avec qui on peut et on a envie de travailler. Et puis, pour les entreprises qui n'ont pas forcément des gens qui viennent d'être diplômés avec des contacts à l'université, il y a aussi le système des SAT, notamment la SAT Nord ici à Lille, et d'autres organisations qui peuvent aider les entreprises à identifier des collaborations de recherche. Donc, votre exemple, je pense, c'est très inspirant pour beaucoup d'entreprises. Merci à tous les deux d'être intervenus. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être ? Je voulais aussi mentionner qu'il y avait une agence qui était peut-être pas assez connue qui s'appelle l'AMIES, qui s'occupe aussi au niveau national de faire collaborer les entreprises et les universitaires et qui organise différents événements pour les mettre en contact. Ok, excellent. Merci encore à tous les deux, c'était je pense très inspirant pour nos auditeurs. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à consulter notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.